Mon père m'a viré à cause de ma sœur. Il m'a jeté à la rue avec un avertissement brutal, voyons combien de temps tu tiens. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le karma n'attendait que ça. Quelques jours plus tard, ils ne l'ont pas vu venir, mais leur monde s'est effondré. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment la famille qui aurait dû me protéger est devenue celle qui m'a tout pris. Mais surtout, comment le karma leur a présenté l'addition, et elle était salée. C'est une histoire de trahison, de manipulation financière et de résilience. Avant de plonger dans les détails de cette histoire intense, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous. J'adore voir à quel point notre communauté est connectée, peu importe le fuseau horaire. Je m'appelle Céleste. Et pendant 30 ans, j'ai vécu en sachant une chose, je n'appartenais pas à cet endroit. Ma famille vit à Écully, dans la banlieue chic de Lyon. Une belle maison, une façade parfaite. Mon père, Romaric, est un promoteur immobilier. Pour lui, tout est apparence. Le succès, l'argent, le prestige. Ma sœur, Justine, de 5 ans ma cadette, est son chef-d'œuvre. Belle, charmante, et aussi vide de scrupules que lui. Et puis il y a moi. La biologiste. La scientifique. Celle qui ne rentre pas dans le moule. Ma mère, Solange, était devenue une ombre, une présence silencieuse qui naviguait dans les couloirs de sa propre maison comme une invitée. Ce soir-là, je rentrais du laboratoire. Il était tard. En garant ma vieille Clio à côté de la Jaguar flambant neuve de mon père, j'ai senti ce poids familier s'installer sur ma poitrine. Pourquoi je reviens? C'est une question que je me posais souvent. Une question que même mon thérapeute avait du mal à m'aider à résoudre. C'était l'espoir, je suppose. L'espoir absurde et tenace qu'un jour, mon père me verrait. Vraiment. Je suis entrée. L'odeur de cire d'abeille et de tension me sauta à la gorge. Justine était affalée sur le canapé du salon, un iPad à la main. Elle leva à peine les yeux. Oh, regarde qui est là, madame la biologiste. Tu ne te fatigues jamais de cette blouse blanche ennuyeuse, Céleste? Je l'ai ignorée, posant mon sac. Bonsoir, Justine. Maman est là? Je ne suis pas sa secrétaire. C'est à ce moment-là que mon père est descendu. Romaric. Grand, impeccable dans son polo de marque, le regard froid. Il ne m'a pas salué. Il n'a même pas regardé mon visage. Il a regardé ma tenue de travail avec dédain. Céleste. Dans mon bureau. Immédiatement. Mon cœur s'est serré. Pas de « bonsoir », pas de « comment s'est passée ta journée ». Juste un ordre. Le ton était donné. La soirée ne faisait que commencer, et je savais déjà qu'elle serait terrible. Le bureau de mon père sentait le cuir et l'autorité. C'était sa forteresse, l'endroit où il prononçait ses jugements. Je me tenais au milieu de la pièce, me sentant comme une accusée attendant sa sentence. « Assieds-toi », dit-il sans lever les yeux de ses papiers. Je n'ai pas eu le temps de m'asseoir. La porte s'est ouverte et Justine est entrée. Elle ne pleurait pas encore, mais elle avait ce regard faussement vulnérable qu'elle maîtrisait à la perfection. « Papa ?» commença-t-elle en reniflant. Romaric leva enfin les yeux, son expression s'adoucissant instantanément. « Qu'y a-t-il, ma chérie ? » « C'est Céleste. » Elle me lança un regard furtif, plein de venin. Elle a cassé ma tablette graphique. J'ai cligné des yeux. Quoi? Je ne l'ai même pas touchée. C'était une tablette Wacom dernier cri, un caprice à plus de 2000 € que Romaric venait de lui offrir pour son projet artistique, un projet qui, bien sûr, n'existait pas. Arrête de mentir, Céleste, s'écria Justine, les larmes montant comme sur commande. Tu es jalouse. Tu es jalouse parce que j'ai un talent créatif et que tu n'es qu'une rat de laboratoire. Je suis restée bouche bée. L'absurdité de l'accusation était stupéfiante. Papa, c'est faux. Je suis rentrée du travail et je suis venue directement ici. Romaric s'est levé. Il s'est approché de moi, son ombre me couvrant. Justine dit que tu es entrée dans sa chambre avant de descendre. Elle dit que tu étais en colère à cause d'une histoire au travail. Un mensonge complet.
Une fabrication pure. Je n'ai pas mis les pieds dans sa chambre. Elle ment, dis-je, ma voix tremblant légèrement malgré moi. Ne parle pas comme ça de ta sœur, a-t-il tonné. Je l'ai regardé, et j'ai vu ce que j'avais toujours su. Il ne cherchait pas la vérité. Il avait déjà sa coupable. Mon esprit scientifique analysait la situation. J'étais face à un système fermé, une équation sans variable. Hypothèse, Justine est une sainte. Fait, la tablette est cassée. Conclusion, Céleste est coupable. Il n'y avait pas de place pour la logique, pas de place pour les preuves. Tu sais combien coûtait cette tablette, Céleste? Je n'ai rien fait. Ça suffit. Il a frappé son bureau. Tu vas payer pour ça. Et jusqu'à nouvel ordre, tu n'as plus accès au compte familial joint. Peut-être que cela t'apprendra le respect. Le compte joint. Le compte où une partie de mon salaire était versée pour, ma part, des charges de la maison, mais qui était surtout un moyen de contrôle. Je n'ai rien dit. À quoi bon? J'ai ravalé ma rage, ce goût métallique de défaite que je connaissais si bien. Je suis sortie du bureau. J'ai croisé le regard de Justine. Elle souriait. Je ne savais pas encore que, comparé à ce qui allait suivre, une tablette n'était qu'un jeu d'enfant. Les jours suivants ont été tendus. Je passais le plus de temps possible au laboratoire, mon seul véritable refuge. J'étais en lice pour une promotion. Pas n'importe laquelle. Chef de service en biologie médicale. C'était l'aboutissement de 8 ans de travail acharné, de nuits blanches, de sacrifices. Ma vie personnelle était peut-être un champ de ruines, mais ma vie professionnelle était mon armure. C'était la preuve que j'existais, que je valais quelque chose, loin des jugements toxiques de Romaric et Justine. L'évaluation finale approchait. Il ne me restait qu'à soumettre mon rapport de synthèse trimestriel, une formalité. J'étais dans le laboratoire, un mardi soir, finalisant mes conclusions. J'allais justement cliquer sur « Envoyer » quand l'alarme s'est déclenchée. Pas l'alarme incendie. Pire. L'alarme de température du congélateur principal. Celui qui contenait des mois d'échantillons de recherche, d'une valeur inestimable. Mon sang s'est glacé. J'ai couru vers la salle des congélateurs. Une panne critique du système de réfrigération. Le compresseur était mort. J'ai immédiatement enclenché le protocole d'urgence. J'ai enfilé la tenue stérile complète, les gants cryogéniques. Je devais transférer manuellement des centaines d'échantillons vers l'unité de secours. Un travail de titan, chronométré à la minute près. J'étais en pleine manipulation, les mains gelées, quand j'ai vu un mouvement à travers la vitre de la porte du sas. C'était Justine. Que faisait-elle là? Elle m'a fait un petit signe de la main, l'air de s'ennuyer. Elle était venue visiter, ce qui signifiait demander de l'argent. Et là, j'ai réalisé. Le rapport. Je ne l'avais pas renvoyé. Et de là où j'étais, en tenue stérile, je ne pouvais rien toucher. Mon ordinateur était de l'autre côté du sas. Désespéré, j'ai activé le système d'intercom. Ma voix était étouffée par le masque. Justine. Justine, écoute-moi. Elle a sursauté, puis s'est approchée de la vitre, amusée. Sur mon bureau. L'ordinateur. L'email est ouvert, lui ai-je crié, la panique montant. Tu dois juste appuyer sur « Envoyer ». C'est le bouton vert. S'il te plaît, Justine, c'est vital. Elle a plissé les yeux. Elle a vu l'écran. Elle a vu le bouton. Elle m'a regardé. Un long moment. Puis elle a souri. Un sourire lent, venimeux. Elle s'est approchée de mon ordinateur. Sa main s'est avancée vers la souris. Merci, ai-je crié, soulagée. Et là, sous mes yeux, j'ai vu le curseur se déplacer. Pas sur « Envoyer ». Sur « Supprimer ». Elle a cliqué. La fenêtre de l'email a disparu. Elle s'est retournée vers moi, a haussé les épaules avec une fausse innocence, et a mimé « Oups ». Puis elle est partie. J'ai hurlé, mais aucun son ne sortait de l'intercom. J'étais piégée, regardant ma carrière s'évaporer. Le sang se glaça dans mes veines. Elle l'avait fait. Elle avait intentionnellement saboté ma carrière.
Et je savais qu'elle n'en resterait pas là. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné. C'était mon directeur, le docteur Morel. Sa voix était glaciale. Céleste, où est le rapport? L'évaluation est dans 1 heure. Je ne comprends pas. J'ai essayé d'expliquer. La panne de congélateur, l'urgence. J'ai omis le détail sur Justine, car que pouvais-je dire? Ma sœur a délibérément supprimé mon travail? J'aurais l'air folle. Céleste, m'a-t-il coupé, votre manque de professionnalisme est décevant. L'évaluation est reportée. Indéfiniment. J'ai raccroché, le souffle coupé. Indéfiniment signifiait jamais. J'ai foncé au laboratoire, déterminé à tout arranger, à leur montrer le rapport de panne, à prouver ma bonne foi. Mais en arrivant à la porte de la zone sécurisée, mon badge n'a pas fonctionné. Accès refusé. J'ai réessayé. Accès refusé. J'ai vidé mon sac à main sur le bureau de l'accueil, paniqué. Mon portefeuille, mes clés, mon téléphone, pas de badge. Mon badge professionnel. Je ne pouvais pas entrer sans lui. J'ai dû appeler le docteur Morel. Il est descendu en personne, l'air exaspéré, pour m'ouvrir. Vraiment, Céleste? Vous perdez votre badge le jour même où vous oubliez un rapport crucial? Je me sentais humiliée. Je savais que je l'avais mis dans mon sac ce matin. Ce soir-là, en rentrant, Justine était dans la cuisine, buvant un smoothie. Oh, Céleste, dit-elle d'un ton faussement enjoué. J'ai trouvé ça dans la poche de ta vieille veste, celle que tu ne portes jamais. Tu es tellement tête en l'air. Elle me tendit mon badge professionnel. Elle avait fouillé mon sac. Elle l'avait pris. Romaric, qui entrait à ce moment-là, a tout vu. Encore une gaffe, Céleste? Tu perds tes moyens. Tu devrais prendre exemple sur ta sœur. Mes poings se sont serrés. Mais le pire était à venir. Dans une tentative désespérée de sauver ma réputation, j'avais invité le docteur Morel et un autre membre du conseil d'administration à dîner à la maison ce soir-là. Une erreur. Une terrible erreur. Le dîner fut une torture. J'essayais d'expliquer la complexité de mon travail, l'importance des protocoles. Romaric, après le 2e verre de vin, a décidé d'intervenir. Il a ri, un rire sec. Ne vous laissez pas berner par ces grands mots, docteur, dit-il en me désignant d'un geste de la main. Céleste, c'est une excellente technicienne. Elle est méticuleuse, presque robotique. Le docteur Morel leva un sourcil. Mais, continua mon père, elle manque de vision. De finesse. Elle est, disons-le franchement, un peu scolaire. Pas comme Justine. Justine, elle, a l'étincelle. J'ai senti le rouge me monter au visage. Il me démolissait devant mon supérieur. Mon patron est parti tôt, l'air froid. J'ai compris cette nuit-là que je menais une bataille que je ne pouvais pas gagner. Ce que j'ignorais, c'est que la vraie guerre n'avait même pas encore commencé. J'ai officiellement perdu la promotion. Elle a été donnée à un collègue moins expérimenté, mais qui, lui, n'oubliait pas ses rapports. J'ai confronté Justine. Elle était dans le jardin, en train de prendre des photos de fleurs avec son téléphone dernier cri. Pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Elle s'est retournée, enlevant lentement ses lunettes de soleil. Fais quoi, Céleste? Gâcher ta petite promotion? Oh, c'était si facile. Mais pourquoi? Parce que tu le mérites, dit-elle froidement. Tu te promènes ici avec tes airs de sainte, madame la scientifique, jugeant tout le monde. Tu me dégoûtes. Tu dégoûtes papa. Cette haine pure m'a laissé sans voix. 2 jours plus tard, Romaric est rentré à la maison. D'habitude, il était bruyant, autoritaire. Ce soir-là, il était silencieux. Un silence terrifiant. Il est allé directement au salon, où nous étions toutes les deux. Laquelle de vous deux l'a fait? Sa voix était basse, menaçante. Fait quoi, papa? Demanda Justine. Ma voiture. Ma Jaguar. Il nous a fait sortir. La F-Type bleu nuit, sa fierté, son bébé. Une longue, profonde rayure blanche courait sur tout le côté passager, de l'aile avant à l'aile arrière.
C'était un acte de vandalisme vicieux. Je l'ai regardé, horrifié. Qui aurait pu faire ça? Justine haleta. Oh non. Puis elle s'est tournée vers moi. Et j'ai vu l'idée naître dans ses yeux. Papa? Commença-t-elle, la voix tremblante. Je ne voulais rien dire. Dire quoi, Justine? Ce matin. J'ai vu Céleste, elle rôdait près du garage. Elle avait l'air tellement en colère après son appel du laboratoire. J'ai entendu un bruit, comme du métal, mais je n'y ai pas pensé. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. C'est faux, ai-je crié. Je n'ai pas approché ta voiture. Je travaillais. Romaric s'est tourné vers moi. Lentement. Ses yeux étaient deux éclats de glace. Il n'a pas posé de questions. Il n'a pas cherché à savoir. Il a juste prononcé son verdict. Tu vas payer pour ça, Céleste. Chaque centime. Cela va te coûter des mois de ton salaire de technicienne. Mais je suis innocente. Tais-toi, a-t-il rugi. Non seulement tu es une ratée, mais tu es aussi une vandale. Je suis restée là, accusée, condamnée, sans aucun recours. Que auriez-vous fait à ma place? Comment réagir quand votre propre famille vous traite en ennemi? Dites-le moi dans les commentaires, parce que ce soir-là, je me sentais complètement perdue. Reprise de l'histoire, il m'a ordonné de rentrer. Je suis montée dans ma chambre, les jambes flageolantes. Cette fois, ce n'était pas seulement injuste. C'était la preuve finale. Cette nuit-là, j'ai sérieusement commencé à faire mes valises. J'ai sorti une vieille valise du placard. J'aurais dû partir à cet instant précis. Si j'étais partie, si j'avais juste pris ma voiture et disparu, peut-être que les choses ne se seraient pas terminées comme ça. Mais je suis restée. Une nuit de trop. Le lendemain matin, je n'ai pas été réveillée par mon réveil. J'ai été réveillée par un rugissement. Un cri si puissant qu'il faisait vibrer les murs de la maison. Ma montre. Je me suis assise d'un coup dans mon lit, le cœur battant. C'était la voix de Romaric. Ma Patek Philippe. Elle a disparu. Je suis sortie de ma chambre en pyjama. Ma mère, Solange, était déjà dans le couloir, l'air terrifié. Justine sortait de sa chambre, bâillant, l'air faussement confuse. En bas, Romaric était comme un animal en cage. Il retournait les coussins du canapé, le visage rouge de fureur. C'était sa montre fétiche. Une pièce de collection valant plus que ma voiture. Elle était là, sur la table de nuit, hier soir, hurlait-il. Papa, dit doucement Justine, descendant les escaliers. Calme-toi, on va la chercher. La chercher? Elle a été volée. Et puis, le regard de Justine s'est posé sur moi, en haut des escaliers. Son expression est passée de la confusion à une fausse réalisation. Oh non, souffla-t-elle. Romaric a suivi son regard. Il m'a vu. Quoi, a-t-il demandé à Justine. Papa, je ne voulais pas le croire. Dit-elle, les larmes aux yeux, encore. Mais, tard cette nuit. J'ai entendu du bruit. J'ai vu Céleste, elle rôdait près de ton bureau. Je pensais qu'elle cherchait de l'aspirine, mais... Elle n'a pas eu besoin de finir sa phrase. Le silence qui suivit fut absolu. Romaric leva lentement les yeux vers moi. Ce n'était plus de la colère que je voyais. C'était une haine pure, froide, absolue. Toi, souffla-t-il. Non, dis-je, ma voix n'étant qu'un murmure. Papa, c'est faux. Justine ment. Menteuse, cria Justine. J'essaie de te protéger et tu m'accuses. Il a monté les escaliers. Deux par deux. Je n'ai pas bougé, paralysé. Il s'est arrêté devant moi. Il m'a attrapé par le bras. Sa poigne était comme un étau. Voleuse, a-t-il crié, son visage si proche du mien que je sentais son haleine. Non seulement tu es une vandale, une ratée, mais tu es une voleuse. Tu voles ta propre famille. Je n'ai rien pris. C'est elle. Il m'a traîné. Il m'a littéralement traîné en bas des escaliers. Ma mère a crié, Romaric, non. La ferme, Solange, a-t-il hurlé. C'est fini.
Il m'a traîné jusqu'à la porte d'entrée. Il l'a ouverte d'un coup de pied. Dégage de chez moi. Il m'a jeté dehors. Je suis tombée sur les marches en pierre, mon genou heurtant le sol. Tu n'as plus rien ici. Tu n'es plus ma fille. Il a attrapé mon sac à main sur la table de l'entrée et l'a jeté sur moi. Prends ça et disparais. J'étais là, sur le paillasson, en pyjama, sous le regard des voisins qui commençaient à sortir. Voyons combien de temps tu tiens. Let's see how long you last. Ma mère était figée, pleurant en silence. Juste avant que la porte ne claque, j'ai vu le visage de Justine. Elle souriait. Et elle a murmuré, juste pour moi. Bonne chance, raté. La porte a claqué. Le verrou s'est enclenché. Je suis restée sur le trottoir d'Écully, en pyjama, sans veste. J'ai ouvert mon sac. Mon téléphone. Mes clés de voiture, inutiles, la voiture était dans le garage. Et mon portefeuille. J'ai regardé dedans. Un billet de 20. 2 billets de 10. 40 €. Je suis restée là, sur le trottoir, pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Le soleil du matin commençait à chauffer, mais j'avais froid. Un froid qui venait de l'intérieur. Les voisins me regardaient. J'ai attrapé mon téléphone. J'ai appelé mon laboratoire. Je suis tombée sur la messagerie. Bonjour, ici Céleste. J'ai un problème personnel. Je ne pourrai pas venir aujourd'hui. Ma voix était morte. Je ne pouvais pas rester là. L'humiliation était trop forte. Je me suis levée, mes jambes tremblaient. J'ai commencé à marcher. Où aller? Je n'avais personne. Ma famille venait de m'exclure. Mes collègues pensaient que j'étais instable. J'ai marché. J'ai marché des heures. J'ai traversé Écully, puis j'ai atteint Lyon. J'ai fini par arriver près de Vèze. J'étais épuisée, affamée, et surtout, j'avais honte. Les gens me regardaient dans la rue, une femme en pyjama, les yeux gonflés, l'air perdu. Il commençait à pleuvoir. Pas une grosse pluie, juste ce crachin lyonnais qui vous pénètre jusqu'aux os. J'ai vu un petit café, un de ces bouchons typiques qui sert aussi le matin. Au moins, il y faisait chaud. Je suis entrée. Le silence s'est fait. Tous les regards se sont tournés vers moi. Je voudrais un café, s'il vous plaît, ai-je murmuré au serveur. Il m'a jaugé de haut en bas. Mon pyjama, mes cheveux en bataille. Seulement un café, dit-il, méprisant. On n'est pas un refuge ici, madame. Consommez ou partez. Les larmes me sont montées aux yeux. J'ai posé un billet de 10 € sur le comptoir. Gardez la monnaie. Je n'ai même pas attendu le café. Je suis sortie, la honte me brûlant la gorge. Il me restait 30 €. J'ai trouvé un banc à l'arrêt de bus de Perrache. Je me suis assise là, regardant les gens passer, vivant leur vie normale. J'étais devenue invisible. Une paria. J'ai sorti mon téléphone. 5% de batterie. J'ai pensé à appeler ma tante, la sœur de Romaric. J'ai composé le numéro. Allô, tante Denise? C'est Céleste. Céleste? Sa voix était glaciale. Ton père vient d'appeler. Je ne peux pas croire que tu aies fait ça. Voler ta propre famille? Ne m'appelle plus jamais, petite ingrate. Elle m'a raccroché au nez. Il avait été rapide. Il avait déjà empoisonné le puits. Mon téléphone vibrait. 1% de batterie. J'allais le perdre. Et puis, un message est arrivé. De maman. Je l'ai ouvert. 5 mots. Tu es où? Rentre à la maison. S'il te plaît. La batterie s'est éteinte. L'écran est devenu noir. Je suis restée là, fixant mon reflet dans l'écran mort. Rentre à la maison? Rentrer dans cet enfer? Mais ce message? S'il te plaît. Ma mère ne disait jamais « s'il te plaît ». Pas comme ça. Il y avait quelque chose de différent. Quelque chose dans ces 5 mots qui sonnaient, désespérés. Et je n'avais nulle part où aller. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP.
Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? J'ai marché. Il m'a fallu des heures pour retourner à Écully. J'étais trempé, gelé, et chaque pas était une torture. Quand je suis arrivé devant la maison, la nuit était tombée. J'ai hésité. Et si c'était un piège? Si Romaric m'attendait pour m'humilier encore? J'ai levé la main pour frapper, mais la porte s'est ouverte avant même que mon poing ne la touche. Solange. Ma mère. Elle se tenait là. Elle n'avait pas l'air en colère. Elle avait l'air brisé. Elle m'a attrapé par le bras et m'a tiré à l'intérieur, rapidement, comme si elle avait peur que quelqu'un nous voie. Monte, a-t-elle murmuré. Vite. J'étais confuse. Mais papa? Il n'est pas là. Il est parti fêter sa victoire avec Justine. Elle m'a emmené dans ma chambre, m'a tendu un peignoir sec. Ne fais pas de bruit. J'ai entendu un bruit en bas. Mon cœur s'est arrêté. La porte d'entrée. Maman? C'était la voix de Justine. Il est où, papa? Il est parti te chercher, mentit Solange, sa voix étonnamment calme. J'ai entendu des pas lourds. Romaric. Elle est revenue, a-t-il aboyé. Je me suis figée. Il savait. J'ai entendu ma mère descendre. J'ai rampé jusqu'en haut des escaliers pour écouter. Qu'est-ce que tu fais encore là? Demanda Romaric, mais il parlait à Justine. Papa, elle? Elle est où? J'ai vu Solange se planter au bas de l'escalier, bloquant le passage. Arrête! Le mot a claqué dans le silence. Ce n'était pas un cri. C'était un ordre. Romaric s'est arrêté, surpris. Ma mère ne lui avait jamais parlé comme ça. Tu ne la toucheras plus, Romaric, dit-elle, sa voix basse et pleine d'une fureur que je ne lui avais jamais connue. Tu ne la toucheras plus. Solange, pousse-toi. Je vais virer cette voleuse. Non. Il l'a regardée, stupéfait. Puis il a ri. Tu vas m'en empêcher, toi? Il l'a bousculée pour passer. Ce fut l'erreur de sa vie. Plus tard cette nuit-là, bien après que Romaric et Justine se soient couchés, furieux mais confus, Solange est entrée dans ma chambre. Elle n'a pas pleuré. Elle était froide comme l'acier. Maman, ce que tu as fait. Tais-toi et écoute, dit-elle. Elle m'a tendu une petite clé USB et un vieux carnet de comptes. Qu'est-ce que c'est? C'est la raison pour laquelle je suis restée silencieuse toutes ces années, dit-elle. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas me quitter. Et c'est ce qui va le détruire. Je l'ai ouvert. Ce n'était pas seulement des comptes. C'était un journal détaillé de 20 ans de fraude. Romaric avait systématiquement détourné des fonds de sa société. L'argent ne venait pas de son génie immobilier. Il venait de l'héritage de ma mère, qu'il avait géré et vidé, transférant des millions sur des comptes secrets en Suisse et au Luxembourg. Et le pire? Le nom de Justine apparaissait sur plusieurs transferts récents. Elle était complice. Je rassemble ces preuves depuis 6 mois, dit Solange. Je savais qu'il me trompait. Je savais qu'il me volait. J'allais partir. Mais quand il t'a jeté dehors ce matin, pour une montre, j'ai su que je ne pouvais plus attendre. La guerre était déclarée. Mais cette fois, les camps avaient changé. Et nous étions armés. Le lendemain matin, l'atmosphère de la maison était électrique. Romaric et Justine sont descendus, s'attendant à ce que tout rentre dans l'ordre, que Solange redevienne l'ombre obéissante. Ils ont trouvé Solange et moi assises à la table de la cuisine, buvant un café. Et il y avait une troisième personne. Un homme en costume. Maître Dubois, l'avocat de ma mère. Romaric, Justine, dit Solange calmement. Je vous présente Maître Dubois. Il est ici pour vous signifier les papiers. Quels papiers? Grogna Romaric. Les papiers du divorce, dit Solange. Et une plainte au pénal pour abus de confiance, fraude fiscale et détournement de fonds. Le visage de Romaric est devenu blanc. Pas rouge de colère. Blanc de peur. Justine a ri, nerveusement. C'est une blague? Maman, tu es ridicule. Tes comptes sont également gelés,
Justine, ajouta maître Dubois, consultant ses notes. Vous apparaissez comme complice dans plusieurs transferts frauduleux. Là, Justine a cessé de rire. Quoi? Maman. Tu ne peux pas faire ça. C'est mon argent. Ce n'était jamais ton argent, ma chérie, dit Solange. Romaric a explosé. Tu oses? Il s'est avancé vers ma mère, la main levée, prêt à la frapper. Je me suis interposée. Ne la touche pas. Dégage, Céleste. Touche-la, dis-je, ma voix tremblant à peine, et maître Dubois ajoutera agression à la liste. Les policiers sont en route. Ce n'était pas vrai, mais l'effet fut immédiat. Romaric figea sa main en l'air. Il nous a regardés, Solange et moi. La haine dans ses yeux était si pure qu'elle en était presque palpable. Il a vu que nous n'avions pas peur. Il a vu qu'il avait perdu. Il a grogné, son animal. Vous le regretterez. Toutes les deux. Il a attrapé ses clés de voiture. Papa, cria Justine, paniquée maintenant. Papa, attends. Qu'est-ce que je vais faire? Mes comptes. Papa. Il s'est retourné vers elle. Tu n'es qu'une idiote inutile. Et il est parti. On a entendu le moteur de la Jaguar rugir et s'éloigner en crissant des pneus. Justine s'est effondrée sur la chaise. Papa, il va revenir, hein? Il revient toujours. Solange l'a regardé, sans pitié. Non, je ne crois pas. Justine s'est effondrée. Pour la première fois, son masque de reine était tombé. Elle n'était qu'un pion abandonné. Elle pleurait, pas de tristesse, mais de peur. Elle avait tout misé sur le mauvais cheval. Mais Romaric n'en avait pas fini avec nous. Le combat ne faisait que commencer. Romaric n'était pas du genre à perdre sans se battre. Surtout pas quand il était acculé. La bataille juridique qui s'ensuivit fut brutale. La première audience fut un cirque. Son avocat, un requin notoire, a tenté de tout démonter. Il a plaidé que Solange était mentalement instable, qu'elle était influencée par moi, la fille, ratée et vengeresse. Il a affirmé que les transferts d'argent étaient des investissements légitimes. Puis maître Dubois a pris la parole. Calmement. Méthodiquement. Il a sorti les relevés bancaires suisses. Les actes de propriété au Luxembourg. Les enregistrements de Romaric se vantant auprès d'associés de « plumer sa femme ». Le visage de l'avocat de Romaric s'est décomposé. Le juge a ordonné le gel immédiat de tous les avoirs de Romaric. Il avait perdu la première manche. C'est là qu'il est devenu dangereux. La campagne de terreur a commencé. D'abord, ce fut subtil. Des coupures d'électricité bizarres en pleine nuit. Le technicien a confirmé que les plombs du compteur extérieur avaient été intentionnellement endommagés. Puis, une voiture sombre, une berline aux vitres teintées, a commencé à se garer de l'autre côté de la rue. Elle restait là des heures, à nous observer. Mais sa véritable attaque, la plus vicieuse, fut pour moi. J'avais repris le travail. J'essayais de reconstruire ma vie. Un après-midi, le docteur Morel m'a convoqué. Il avait l'air grave. Céleste, j'ai reçu un courrier, dit-il. Une lettre anonyme. Il me l'a tendue. La lettre m'accusait de voler des médicaments contrôlés au laboratoire. Elle insinuait que j'avais un problème d'addiction, que j'étais instable, et que mes oublis récents, le rapport, mon badge, en étaient la preuve. C'était sa signature. La cruauté, la précision. Il essayait de détruire mon unique refuge. À ce stade, nous avions peur. Vraiment peur. Il avait essayé de tout me prendre, ma famille, ma maison, et maintenant ma carrière. Vous pensez qu'il allait s'arrêter? Non. Quand un homme comme Romaric est acculé, il devient plus dangereux qu'un animal blessé. Restez bien accrochés, car la prochaine partie est intense. L'ancienne Céleste se serait effondrée. L'ancienne Céleste aurait pleuré et nié. Pas la nouvelle. J'ai regardé le docteur Morel droit dans les yeux. Docteur, dis-je, ma voix calme, ceci est un mensonge. C'est une tentative de diffamation de la part de mon père,
contre qui ma mère et moi avons engagé des poursuites pénales pour fraude. Voici le nom de notre avocat. J'ai posé la carte de maître Dubois sur son bureau. Je suis prête à passer n'importe quel test de dépistage. Immédiatement. Et je demande au laboratoire de porter plainte pour diffamation. Le docteur Morel m'a regardé longuement. Puis il a hoché la tête. Très bien, Céleste. Nous allons lancer une enquête. Sur cette lettre. Romaric avait sous-estimé une chose. Je n'étais plus seule. Et je n'avais plus peur de lui. Nous avons obtenu une ordonnance restrictive le jour suivant. Mais nous savions toutes les deux qu'un simple morceau de papier ne l'arrêterait pas. L'ordonnance restrictive semblait avoir mis de l'huile sur le feu. Cette nuit-là, la terreur est montée d'un cran. Nous étions dans le salon. Solange, Justine et moi. C'était devenu notre routine. Nous ne restions jamais seuls. Justine était un fantôme. Depuis que ses comptes étaient bloqués et que son père l'avait renié, elle errait dans la maison comme une âme en peine, vêtue de vieux jogging, ses cheveux blonds ternes et gras. Elle n'avait plus un sou. Soudain, un bruit assourdissant. Un fracas de verre. Nous avons toutes les trois hurlé. La grande fenêtre du salon venait d'exploser en 1000 morceaux. Au milieu de la pièce, sur le tapis persan, reposait une brique. Je me suis précipitée pour verrouiller la porte-fenêtre brisée, le cœur battant à tout rompre. Solange était déjà au téléphone avec le 17, le numéro de la police. Justine, elle, était recroquevillée sur le canapé, tremblant de tous ses membres. Il est là, sanglotait-elle. Il va nous tuer. J'ai regardé dehors. La berline sombre avait disparu. Il avait frappé et s'était enfui. J'ai ramassé la brique. Enveloppé autour d'elle, il y avait un morceau de papier, tenu par un élastique. Je l'ai ouvert. L'écriture de Romaric. Tu ne te débarrasseras pas de moi comme ça, Solange. Cette maison est à moi. Tu vas payer. La police est venue. Ils ont pris des photos, rédigé un rapport. Violation d'une ordonnance restrictive, menace à noter l'officier. Mais honnêtement, mesdames, sans témoins. Ils sont partis. Et le silence qui s'est abattu sur la maison était pire que le bruit de l'explosion. C'est là que Justine a craqué. Elle s'est mise à genoux. Littéralement à genoux, devant Solange. « Maman, arrête ça !» hurlait-elle, s'arrachant presque les cheveux. « Arrête. Appelle l'avocat. Dis-lui que tu annules tout. Je m'en fiche de l'argent. Je ne veux pas mourir. Il va nous tuer. » Elle rampait presque, s'accrochant au pantalon de Solange. C'était une vision pathétique. La reine déchue, réduite à néant. Solange la regardait. Pas avec pitié. Pas avec colère. Juste avec une clarté froide et triste. Elle s'est dégagée doucement. « Tu as peur de lui, Justine, dit-elle, sa voix posée. Tu as peur qu'il te tue. » « Oui. Oui, sanglota Justine. »« C'est étrange, continua Solange. Tu n'as jamais eu peur de me tuer, moi. À petit feu. Chaque jour, pendant 20 ans, en te tenant à ses côtés pendant qu'il me détruisait. » Elle s'est levée. « Tu n'as jamais eu peur de blesser Céleste. Tu as même pris plaisir à le faire. »« Je ne savais pas. »« Si, tu savais, » coupa Solange. « Tu as choisi ton camp il y a bien longtemps, Justine. Il se trouve que tu as misé sur le mauvais cheval. Maintenant, lève-toi. Tes larmes ne fonctionnent plus ici. » Justine resta au sol, abasourdie, comprenant enfin que ses charmes n'avaient plus aucun pouvoir. La nuit avant l'audience finale, la maison était d'un calme terrifiant. Nous avions fait clouer une planche de bois sur la fenêtre. J'avais un pressentiment horrible. Je savais que ce n'était pas fini. Mon pressentiment était juste. 2 heures du matin. J'étais incapable de dormir. Je lisais dans ma chambre quand je l'ai entendu. Pas un fracas. Un bruit sourd, presque silencieux. Le bruit du verre de la porte de la cuisine, soigneusement découpé ou brisé. Il n'essayait pas de nous faire peur. Il entrait. Mon cœur a cessé de battre. J'ai attrapé mon téléphone. J'ai glissé hors de mon lit,
rampant jusqu'à la chambre de ma mère. Je l'ai secoué. Maman. Il est là. Il est dans la maison. Le visage de Solange est devenu livide. Mais elle n'a pas paniqué. Elle a attrapé son propre téléphone. Elle a composé le 17. Elle a mis le téléphone sous son oreiller, en ligne ouverte, pour que la police puisse tout entendre. Puis nous avons entendu ses pas dans l'escalier. Lent. Lourd. Il était ivre. Solange, sa voix résonnait, pâteuse et pleine de menaces. Tu pensais que tu pouvais me voler, hein? Me voler ma maison? Ma vie? Justine est sortie de sa chambre, en pleurs. Papa? Papa, arrête, s'il te plaît. Toi. Il l'a vu. Espèce de petite idiote. C'est ta faute aussi. Tu n'as même pas pu garder ta mère sous contrôle. Nous avons entendu un bruit sourd, et le cri de Justine. Il l'avait frappée. C'en était trop. Solange est sortie de la chambre. Laisse-la tranquille, Romaric. Il s'est tourné vers nous, en haut de l'escalier. Il tenait une barre de fer. Une pince Monseigneur. Ses yeux étaient injectés de sang. Ah. Voilà les deux reines. Vous allez me le payer. Toutes les deux. Il a vu Céleste, moi, derrière ma mère. Et toi, a-t-il craché. Lara de laboratoire. C'est toi qui as commencé tout ça. Il s'est élancé vers moi, levant la barre de fer. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Mais Solange, si. Ma mère, cette femme que j'avais toujours crue faible, s'est déplacée avec une vitesse que je ne lui connaissais pas. Elle a attrapé la chose la plus proche d'elle sur le palier, le lourd extincteur rouge, obligatoire dans les vieilles maisons. Juste au moment où Romaric levait la barre pour me frapper, elle a percuté. Elle ne l'a pas juste aspergé. Elle a frappé. Elle a balancé l'extincteur de tout son poids, visant son épaule. Touche pas à ma fille. L'impact fut brutal. La barre de fer tomba au sol dans un fracas métallique. Romaric a hurlé, un cri de douleur et de surprise, s'effondrant sur les marches. Au même instant, la porte d'entrée a volé en éclats. Police. Ne bougez pas. Ils ont monté les escaliers, 3 officiers, armes au poing. Ils ont vu la scène, Romaric au sol, gémissant, la barre de fer à côté de lui. Solange, debout, l'extincteur à la main, tremblante mais droite. Justine en boule, pleurant. Et moi, au téléphone, criant, il est là, il nous a attaqués. Quand ils l'ont menotté, lui, l'homme qui avait régné sur nos vies, il hurlait encore, ivre de rage et de douleur. Vous n'avez pas gagné. Ce n'est pas fini. Je reviendrai. Mais nous savions, en le regardant être traîné dehors, que si, c'était fini. Il ne reviendrait pas. L'audience finale au tribunal fut une formalité, mais une formalité nécessaire. Romaric n'était plus le promoteur immobilier arrogant. Il était assis dans le box des accusés, en costume froissé, son bras en écharpe à cause de sa rencontre avec l'extincteur. La tentative d'effraction à 2 heures du matin, en violation d'une ordonnance restrictive et armée, était le clou final de son cercueil judiciaire. L'avocat de Solange, maître Dubois, fut magistral. Il n'a pas seulement parlé de l'effraction. Il a méthodiquement démonté 20 ans de crimes financiers. Les comptes en Suisse, les détournements, la fraude fiscale. Puis il a parlé de la diffamation, de la plainte déposée par l'ordre des pharmaciens contre Romaric pour fausse accusation. Le juge fut sévère. Monsieur Romaric, dit-il, sa voix résonnant dans le silence, vous n'êtes pas seulement un mari violent et un père tyrannique. Vous êtes un criminel. Vous avez manipulé, volé et terrorisé votre famille pendant des décennies. Le verdict est tombé. Romaric fut condamné à une peine de prison ferme. Pas seulement pour l'agression, mais pour l'ensemble de son œuvre, fraude aggravée, abus de confiance et violation de l'ordonnance. Solange a obtenu le divorce. Le juge lui a accordé la pleine propriété de la maison, achetée avec l'argent de son héritage, et la totalité des avoirs restants après que le fisc se soit servi. C'était fini. Nous sommes sortis du tribunal, Solange et moi, main dans la main. L'air de Lyon ne m'avait jamais semblé si frais. Céleste.
Attends. Je me suis retournée. C'était Justine. Elle avait l'air diminué. Maigre, fatiguée. Les vêtements de marque avaient disparu, remplacés par un jean usé et un simple t-shirt. Ses cheveux blonds n'avaient plus de racines. Elle n'avait plus rien. Céleste, dit-elle, sa voix cassée. Je suis désolée. Vraiment. J'ai attendu. Je n'ai rien dit. J'ai nulle part où aller, continua-t-elle. L'appartement de papa est saisi. Je n'ai pas un euro. Céleste, tu es ma sœur. Tu ne peux pas me laisser comme ça? Tu peux me prêter un peu d'argent? Juste pour commencer? Je l'ai regardé. J'ai regardé cette personne qui avait tenté de détruire ma carrière, qui s'était réjouie de mon expulsion, qui avait été complice du vol de ma mère. Et j'ai ressenti, rien. Pas de colère. Pas de pitié. Juste du vide. Je t'ai déjà beaucoup donné, Justine, dis-je calmement. Ma confiance. Ma patience. Mon silence. Tu as tout dépensé. Mais, je suis ta sœur. Non, dis-je. Tu es sa fille. Tu as fait ton choix il y a longtemps. Maintenant, débrouille-toi. Je me suis retournée et je suis montée dans la voiture avec ma mère. Pour la première fois en 30 ans, j'avais l'impression de pouvoir respirer. La guérison n'est pas un événement. C'est un processus. C'est lent, c'est parfois douloureux, mais c'est réel. La première chose que nous avons faite? Nous avons vendu la maison. Cette grande bâtisse à Écully, pleine de fantômes et de mauvais souvenirs. Elle s'est vendue rapidement. Avec l'argent, nous n'avons pas acheté un autre palace. Nous avons choisi la simplicité. Nous avons trouvé un appartement magnifique sur les pentes de la Croix-Rousse. Un endroit avec une âme, des fenêtres hautes qui laissaient entrer la lumière, et une vue sur les toits de Lyon. C'était plus petit. C'était plus modeste. Et c'était 100 fois plus sain chez nous que l'autre maison ne l'avait jamais été. La vie sans Romaric était silencieuse. Au début, ce silence était étrange. Nous nous surprenions à marcher sur la pointe des pieds, à parler bas, comme si nous avions peur de le réveiller. Puis, lentement, nous avons commencé à remplir ce silence. Solange, ma mère, a recommencé à peindre. J'avais oublié qu'elle peignait. Des années auparavant, Romaric lui avait dit que c'était une perte de temps. Elle a installé un chevalet près de la fenêtre. Son premier tableau était un champ de coquelicots. Elle a maintenant un petit atelier de peinture, et donne même des cours. Elle rit. J'avais oublié le son de son rire. Moi? J'ai été promue. Le docteur Morel est venu me voir en personne pour s'excuser de ne pas m'avoir cru plus tôt. Le laboratoire a payé pour ma thérapie. J'ai pris la tête du service de biologie. Parfois, la nuit, j'entends encore un bruit de porte qui claque et mon cœur s'emballe. Les cicatrices sont toujours là. Elles ne disparaissent jamais vraiment. Mais elles ne dictent plus ma vie. Et Justine? Nous avons eu des nouvelles, indirectement. Elle est partie dans le sud, à Marseille. Elle a été serveuse pendant un temps. Puis elle a disparu des radars. Elle n'a jamais cherché à nous contacter. Et honnêtement, je crois que c'est mieux ainsi. Hier, je suis rentrée du travail. Solange était dans la cuisine, préparant une tarte aux pralines. La musique classique jouait. L'appartement sentait bon. Elle m'a souri. Fatiguée, ma chérie? Oui. Mais c'est une bonne fatigue. Nous ne sommes pas ce qui nous est arrivé. Nous sommes ce que nous choisissons de devenir après. Et nous avons choisi de vivre. La vie ne nous offre pas toujours la fin heureuse que nous voyons dans les films. Parfois, la fin est juste, réelle. Mais la réalité, c'est aussi qu'il y a toujours un nouveau départ. Pendant des années, j'ai cru que la force signifiait endurer la douleur en silence. J'ai cru que la loyauté familiale signifiait m'effacer, accepter l'injustice. J'avais tort. La vraie force, ce n'est pas de ne jamais tomber. C'est de savoir quand se relever. C'est de comprendre que vous ne pouvez pas changer les gens toxiques, mais que vous pouvez changer la place que vous leur donnez dans votre vie. Parfois, la loyauté la plus importante est celle que vous vous devez à vous-même.
Romaric est toujours en prison. Il envoie parfois des lettres de menaces, que nous transmettons directement à la police. Il n'a plus aucun pouvoir sur nous. Justine est une histoire de choix. Elle a fait les siens. Ma mère et moi, nous avons fait les nôtres. Nous avons choisi la paix. Nous avons choisi de guérir. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de fermer une porte. Non pas pour punir les autres, mais pour vous sauver vous-même. Et ensuite, de prendre le temps de construire une nouvelle porte, une porte qui s'ouvre sur quelque chose de meilleur. Et c'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Cette histoire a-t-elle résonné en vous? Avez-vous déjà dû choisir entre votre loyauté envers votre famille et votre propre santé mentale, votre propre survie? Comment avez-vous trouvé la force de reconstruire votre vie? J'aimerais vraiment lire vos expériences. Si mon histoire vous a touché, si vous croyez, comme moi, à la résilience et à la force de reprendre le contrôle de sa propre vie, alors rejoignez cette communauté. Abonnez-vous. Aimez cette vidéo. Et partagez vos propres histoires de force dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes nombreux à avoir dû nous battre pour notre paix. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous.